alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers amis, bonsoir. Bienvenue à cet 35e épisode du Book Club. Pour ceux qui peut-être ne le savent pas, le Book Club est un concept culturel du groupe Le Matin, à travers lequel on invite un auteur qui présente son œuvre et on lui pose un certain nombre de questions et par la suite, il y a une séance de dédicaces qui est là. Et pour la première fois, nous invitons un collectif d'auteurs. C'est la première fois. J'avoue que j'avais reçu ce livre blanc, qu'on peut qualifier peut-être de proposition, et ça m'a interpellé. J'ai donc envoyé à notre rédaction. Et de fil en aiguille, on a réussi à inviter quelques-uns des rédacteurs de cette proposition. Il y en a beaucoup. Il y en a certains même qui sont passés comme Madame Esma Al-Marabat, qu'on avait déjà invité. Driss Nhima est en route. Et donc je remercie Sylvaisi et Jalil Tarji d'avoir répondu. Le sujet est pour nous important. Vous connaissez un peu la ligne éditoriale du groupe Le Matin et on trouve qu'il s'inscrit dans le débat sain qui doit intervenir dans notre société. Et nous pensons aussi qu'il faut parler de ce sujet-là. Il ne faut pas les occulter parce qu'on est en train de parler du Maroc, de nos enfants. On est en train de parler du projet de société qu'on veut. Et on est peut-être aussi en train d'aligner des engagements qu'a signés notre pays avec la situation, avec la réalité. On est aussi en train, comme vous le savez, les sociétés évoluent, mais la législation vient toujours après. On ne peut pas faire une législation qui va régir l'avenir. La législation vient en réaction à ce qui se passe. Et la société marocaine a évolué. Nous avons beaucoup de familles monoparentales. La place de la femme dans la société, le rôle qu'elle joue, milite en faveur de réviser, de revoir. D'ailleurs, je ne vais pas... Il y a un discours de Sa Majesté Laïm-Saro qui a demandé selon un certain nombre de mécanismes. Et ce collectif a fait un travail que j'ai lu de profondeur avec des propositions qui me semblent être justes et qui ne sont pas extrêmes et qui accompagnent. Je ne voudrais pas déflorer un peu, je ne prends pas votre place, mais c'est un peu la lecture que j'ai faite et je pense que, je l'ai dit tout à l'heure à certains, il faut faire un distinguo entre des problèmes politiques ou des problèmes conjoncturels ou des luttes partisanes et les projets fondateurs de la société. Et il ne faut pas que l'on puisse mêler ce genre de réforme à des intérêts étroits, partisans ou électoraux. C'est un sujet sur lequel notre pays il ne va pas y avoir de fracture. Et donc, c'est un petit peu le message que je voulais délivrer. Une dernière petite chose, c'est que nous vous donnons rendez-vous au salon du livre à Rabat, qui va avoir lieu, je crois, du 1er au 9. Et on a un partenariat, bien entendu, avec le ministère. Nous allons avoir un stand. Et nous allons être en partenariat avec l'hôtel Jardin des Roses, où nous allons recevoir 12 auteurs pendant cette... donc ça sera retransmis, ça sera enregistré. Et c'est un petit peu la modeste contribution que nous souhaitons apporter à la culture. Je salue ma collègue Souad Boudri, rédactrice en chef adjointe, en charge du desk digital, c'est bien ça. C'est elle... Pardon? Rédacteur en chef. Oui, tu as raison. Non, elle est adjointe du directeur des rédactions. Désolé, parce que normalement, je ne dois pas faire ce genre d'erreur. Et donc, je lui cède la parole, c'est elle qui va... Et je suis content que ce soit une femme qui puisse animer ce débat. Donc, je vais laisser la place à nos invités, que je remercie beaucoup parce qu'ils ont pris sur leur temps. Et je vous souhaite une très bonne continuation en attendant que Driss Nhima nous rejoigne. Merci, Monsieur Aïtami.
Bonsoir à tous et donc je vais enchaîner directement avec après ce qu'a dit Monsieur Haythami. Donc juste pour dire que ce book club ce soir est un peu particulier. Ce n'est pas un roman ou une fiction qu'on présente, mais on parle de questions liées à notre réalité, à notre vécu. Donc pour cela, nous recevons trois représentants d'un collectif qui a osé s'attaquer à des questions on va dire sensibles, mais ô combien essentielles pour le développement de notre société. Nous recevons donc messieurs Jalil Ben Abbas Tarji et monsieur Mohamed Gaizi en attendant que monsieur Driss Ben Hima nous rejoigne. Le collectif comprend également Asma Al-Mrabot, Yasmina Baddou, Khadija Lamrani, Shafiq Shraibi et Monique El Grichi qui devait être présente avec nous mais qui a dû s'excuser pour un engagement professionnel. Donc, parité respectée dans le collectif, ça c'est acquis. Ma première question serait un petit peu de revenir sur la genèse de ce collectif et le déclic qui a fait que vous vous êtes lancé dans ce projet. Merci d'abord le Book Club, merci Madame, merci Eustad et merci pour cette très belle présence. C'est motivant, même s'il y a un peu de pression. J'espère qu'elle va se réduire au fil du temps. Je constate simplement que vous invitiez un auteur, puis maintenant c'est 3 qui représentent 8, et la semaine prochaine, je crois, vous allez passer à 13, 18. Donc c'est de l'inflation. Faites attention, vous allez remplir un stade bientôt. Non, plus sérieusement, puisque nous sommes sur des sujets sensibles et sérieux qui nous tiennent tous à cœur, nous avons le plaisir d'être reçus par un de vos confrères il y a quelques semaines et effectivement on nous avait posé la question quelle était la raison principale, comme vous avez dit. Et en fait, j'avais fait une réponse qui était que je me suis rendu compte qu'elle était trop partielle, pas partielle, mais partielle en me disant on pense à nos enfants et tous gens confondus, et un peu plus à nos filles, à nos sœurs, à nos mères, etc. Mais après, avec le recul, en fait, on pense à tous les Marocains, pas seulement les enfants, qui sont discriminés d'une manière ou d'une autre, qui sont pénalisés d'une manière ou d'une autre par la législation telle qu'elle a été qualifiée tout à l'heure dans l'introduction. Donc en vérité, notre souci, bien sûr, ce sont nos enfants, parce que nous avons un certain âge, mais je crois que d'une manière plus générale, ça touche beaucoup de grandes parties de notre population. Le point de départ, c'est un sujet, je crois que certains membres du collectif ne se connaissaient pas. On s'est connus, on va dire, pour schématiser, début 2022. Il y a un courant qui est passé extrêmement vite, extrêmement naturellement, sans faire d'efforts. Il y a vraiment un courant de pensée, au-delà de temps, aujourd'hui, il y a de l'affection même. Et c'est parti parce que nous pensions justement qu'il y avait d'abord un temps politique favorable, que nous pensions, et nous avons constaté qu'il y avait un gouvernement ramassé, qu'on va qualifier de cohérent, même si, comme j'ai dit souvent, on pourrait écrire des livres là-dessus. Enfin, on fait simple et on fait court, et on s'est dit que c'était vraiment une très belle fenêtre qui peut durer, disons, 24, maximum 36 mois. C'est-à-dire 23, 24, 25, puis je suppose qu'après, il y aura des élections, si tout va bien, autour de 26. Donc, il y a une fenêtre, mais comme nous le disons aussi, cette fenêtre s'écoule très vite, et le temps passe vite, et pour le moment. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, nous avons voulu faire un travail, je le précise, non pas transversal, non pas, pardon, exhaustif, ce serait extrêmement prétentieux et même stupide. Par contre, on a voulu faire un travail transversal, puisque comme vous le savez, pour ceux qui ont éventuellement touché le livre ou qui le découvriront aujourd'hui ou après aujourd'hui, nous avons voulu être transversal, puisqu'il y va aussi bien de la Constitution que du Code de la nationalité, que du Code pénal, que du Code de procédure, etc., etc., et bien sûr du Code de la famille, qui est, par la force des choses, la pièce maîtresse, le plat de résistance. Et puis, sans aucune complaisance, donc nous avons démarré aux alentours de mars-avril, et on a été véritablement extrêmement motivé, boosté, mais sans langue de bois, par le discours que Sa Majesté a donné fin juillet à l'occasion de la fête du trône, que la plupart connaissent, et qui a eu donc justement dans ce discours un sujet principal qui était justement on va dire la deuxième réforme ou la deuxième génération de réforme du Code de la famille. Et ça nous a vraiment motivés. On s'est dit, tiens, on est sur peut-être un bon chemin. Et nous avons donc continué. Donc pour faire simple, nous avons travaillé à peu près 9 mois jusqu'à fin 2022 en se disant qu'on allait justement faire, excusez-moi l'expression, le service après-vente, la publication courant 23. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous vous remercions beaucoup
pour le temps et l'intérêt que vous nous portez. Donc, voilà, donc c'est une présentation un petit peu de la naissance de ce projet. Pourquoi c'était important pour ce collectif? D'ailleurs, je pense que c'est une chose qui n'a pas été faite auparavant. Il vous a été important de communiquer ou d'échanger avec des ulama. Pourquoi vous avez tenu à ce que cet échange soit fait et comment ça s'est passé? Donc, on m'écoute là. Donc effectivement, on s'est rendu très très vite que la problématique des libertés en général, qu'on avait déjà défini les libertés fondamentales, donc d'une façon élargie, que sachant qu'on avait des convictions, qu'on avait tous des convictions personnelles, et que pour aller vers plus de liberté, plus d'égalité et d'équité, ce qu'on appelle d'équité, on était obligé, vu notre patrimoine culturel, et ça c'est très important, nous avons un patrimoine culturel spécifique. Ce patrimoine culturel, pour aller vers les libertés, nos objectifs en termes de valeurs universelles, se doivent de passer obligatoirement par une analyse religieuse. Et là, c'est un grand chantier. Nous, on n'est pas des ulama, nous sommes des gens pragmatiques, mais nous sommes des gens, pas des extrémistes. Nous sommes des gens très modérés, je dirais pragmatiques, sérieux, consensuels. Et donc, on s'est dit, on est obligé de passer par un débat et pour discuter ce discours religieux. Puisque à chaque fois qu'on émet comme objectif ou comme débat, qu'on émet sur la table un débat, par exemple sur les libertés, l'égalité, je ne rentre pas dans le détail, on va nous rétroquer un discours religieux que nous, on connaît. C'est-à-dire que nous, tout Marocain normal, il est pour les constantes. On va se trouver des gens qui vont défendre l'islam, et nous sommes des musulmans. Et nous avons, comme j'ai dit l'autre fois, la chance au Maroc d'avoir un système qui pratiquement a réglé la relation avec le fait religieux et le politique. Nous avons un système, des institutions, des ulama, donc nous avons Amir al-Mouminin, moi que j'aime bien répéter, qui vraiment règle ce concept de Amir al-Mouminin, et à la fois en tant que chef d'État, il règle cette problématique, et je dirais que c'est à partir de cette spécificité marocaine que nous tous, dans ce collectif, nous aimons ce pays-là à cause de ça, à cause de cette culture, de ce patrimoine, je dirais, culturel et politique qui est extraordinaire. Et nous pensons profondément que on peut, à partir de ce système-là, aller vers toutes les libertés universelles, et il n'y a pas d'entrave. Évidemment, comme j'ai dit, le fait religieux, comme j'ai dit, nous avons l'islam marocain, et quand nous, on est des gens pragmatiques, on analyse le Coran, on est capable de le lire. Moi, j'aime beaucoup le Coran. Et je n'y vois pas de contrainte par rapport à plus de liberté, plus d'égalité, plus de justice. C'est l'interprétation qu'on fait du Coran. Qu'on fait d'une façon personnelle. C'est une façon personnelle. Nous, on est des personnes, disons, pragmatiques. On est nés dans ce milieu-là que nous aimons. Et nous trouvons que notre lecture à nous, elle n'est pas en contradiction avec, au contraire. Et c'est là où on a dit, mais nous on pense ça, et on a fait appel à des gens,
même dans le collectif, nous avons des gens qui sont spécialisés, qui sont devenus des références dans ce domaine. Et mieux que ça, nous avons fait appel, mais d'une façon discrète, si vous voulez, à l'avis de religieux qui sont, eux, ils sont... Et donc on y était obligé. On ne peut pas régler tous ces problèmes-là si on ne passe pas par cette analyse. Pourtant, vous dites dans le livre, c'est Arjib, vous dites dans le livre que l'échange avec les ulama n'était pas très approfondi. C'était une consultation pour savoir si, vous le dites d'ailleurs, ils ont juste dit que le débat est possible sur certaines questions. C'est exactement ça, je vous le confirme. D'abord, je voudrais juste, si je me permets, compléter un petit peu ou le dire un peu avec mes propres mots. Notre référentiel, c'est l'islam. Nous sommes dans le référentiel musulman et nous voudrions réformer ce référentiel de l'intérieur, pas par rapport. Deuxièmement, nous avons l'intime conviction, et je vous le dis très franchement, c'est quelque chose que j'ai appris et sur lequel je suis devenu tout à fait sincère, comme quoi il n'y a pas de contradiction entre les valeurs universelles et les valeurs de l'islam. Ça, c'est essentiel. Ce n'était pas forcément ma perception avant d'avoir le privilège de travailler, de participer avec des gens beaucoup plus cultivés que moi. Aujourd'hui, c'est ma conviction et je peux le dire avec beaucoup, j'espère, d'authenticité et de sincérité. Ça, c'est point. Deuxièmement, ce n'est pas en contradiction avec tous les autres référentiels, mais nous voulons rester, et c'est une volonté à la fois de conviction, mais en même temps dans la démarche. Nous voulons partir de l'islam et ne pas sortir de l'islam, comme dit Sigaizi. Nous sommes des musulmans, croyants, bien sûr, chacun avec sa pratique, etc. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on voulait justement, à travers cet embryon de débat avec quelques ulama, qui effectivement nous avons choisi de ne pas citer parce qu'ils n'étaient pas à citer, c'est de dire quoi? C'est pas de conclure quelque chose, c'est de dire que le débat est possible. Parce que ce que nous avons constaté, que vous avez pu vous constater au fil de vos discussions informelles, familiales, etc., de voisinage, c'est que très souvent, le débat n'a même pas lieu. Parce qu'on bloque le débat en amont. Donc nous, on dit, 1, il faut le débat. 2, le débat est possible. 3, à l'intérieur même du référentiel, qui est notre référentiel. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'on dit, et qu'est-ce qu'ont répondu les ulémas, encore une fois volontairement, c'est que le débat est possible, mais sans conclure. Et après, le débat doit se faire dans des organes sérieux, experts, contradictoires, avec des sociologues, des fuqaha, des historiens, pourquoi pas même des politiques, des universitaires, qui vont mettre toute leur intelligence en commun, mais dans la logique et comme le dit un de nos membres éminents du collectif, c'est la lecture éthique de l'islam qui doit prévaloir, mais dans le référentiel musulman. Ça veut dire qu'ils prendront part au débat peut-être par la suite pour justement mettre en pratique ces propositions. Donc, tout à fait. Prendre en considération. C'est ça. Considération. Tout à fait. Donc, après cette réponse, nous, on est des gens pragmatiques. Donc, et il y a Sa Majesté qui est demandeur et on est tous très motivés. Donc, d'une façon pragmatique, on s'est dit, il y a des choses qui vont nécessiter un débat à long terme, qui vont prendre du temps. Maintenant, on peut rentrer dans le détail. L'égalité parfaite, par exemple, au niveau de l'héritage, il y a plein de ulémas qui sont pour, il y a encore plein de ulémas qui ne le sont pas. Et on dit, ça va demander du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a classé, si vous voulez, on a fait un choix des thèmes à étudier, puisque l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir des textes de loi amendés et qui vont passer au Parlement. Nous, on est des gens, on veut quelque chose de concret, concrètement. Si on veut que des lois passent et que des textes soient votés, nous avons choisi les thèmes qui nous paraissent à notre niveau consensuels et qui peuvent passer tout de suite. Et d'où le choix, d'une façon, je ne dirais pas intelligente, mais bien choisie, des thèmes que nous avons et qui, pour nous, ça va permettre une avancée certaine vers plus de liberté, plus d'équité. Mais on ne va pas régler le problème dans ça. Mais on va ouvrir le débat. Et les ulama, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour ces grands débats, nous sommes prêts
à constituer carrément Justement, je vous demandais tout à l'heure comment vous êtes arrivé à un consensus sur les points que vous avez traités dans ce livre au sein du collectif. En résumé, comme je l'ai dit en introduction, déjà il y a eu un courant de pensée, une collectivité qui s'est faite naturellement, alors que la moitié des gens ne se connaissaient pas. C'est formidable. Peut-être c'était dû à notre complémentarité, peut-être c'était dû à un objectif commun. Je vais juste compléter ce que Si Mohamed a dit de manière très juste, c'est qu'on a été sélectif dans les sujets, mais on a été aussi très pondéré et modéré dans les propositions. Je le répète, on ne le répétera, je pense, jamais assez, dans le cadre du référentiel que nous avons cité déjà 10 fois maintenant. Et ça, c'est très important parce que si Mohamed dit pragmatique, moi je dis réaliste. Mais en fait, on dit la même chose. C'est réaliste, c'est-à-dire que nous avons, je ne les ai pas en tête, mais nous avons éliminé 4, 5, 6, 7, 8 sujets qui nous paraissaient difficiles à faire passer. Donc en fait, on est orthodoxe, pragmatique et orthodoxe. Et on est réaliste. Mais dans une lecture, je dirais, une lecture sérieuse, renouvelée, éthique. J'oserais pas dire intelligente, ce serait stupide et prétentieux, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui. Mais on est dans l'orthodoxie. Hein. On est dans l'orthodoxie. Je peux vous citer, nous avons vu un leader politique important, on n'a pas besoin de le citer, mais vous pouvez imaginer qui porte actuellement un projet sérieux et important. Je peux vous dire que sur certains sujets, il va plus loin que nous. Mais nous, on va là où on va. On ne veut pas aller moins, mais on ne veut pas aller plus. Parce qu'on tient compte du conservatisme ambiant, on tient compte de la sociologie de notre pays, on tient compte de notre culture, de la conjoncture politique, etc. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le détail des points que vous avez abordés. On va pas tous les citer, mais j'ai fait une sélection. D'abord pour la proposition qui concerne la liberté de conscience, la hurriyat al-aqida. C'est le seul d'ailleurs article que vous avez retenu au niveau de la Constitution. Pourquoi d'abord ce choix? Et est-ce que vous ne croyez pas que cette liberté, elle existe déjà, elle est incluse dans le libre exercice des cultes qui est l'article 3 de la Constitution? Donc, comme vous avez dit, si on a choisi par tous les articles de la Constitution celui relatif à la liberté de conscience, c'est qu'on était convaincu que ça aurait dû passer en 2011. Nous sommes convaincus et nous n'avons pas compris pourquoi ça a bloqué. Et effectivement, ce qui est encore... On sait pourquoi, mais on n'a pas compris. Enfin, on sait pourquoi. Au fond, on sait tout. Donc, mais on n'a pas compris d'une façon intellectuelle. Mais dans la réalité, on sait qu'il n'a pas voulu, on sait qu'on connaît tout. Mais d'une façon intellectuelle, on ne comprenait pas, puisque ce n'est pas défendable. Pourquoi ce n'est pas défendable? Puisque comme on a dit, nous avons carrément une fatwa du Majlis des Ulama qui dit que la liberté de conscience, fait partie du jawhar, vraiment du sens, du vrai sens du Coran. Donc, on s'est dit, il faut rattraper, d'ailleurs on l'a écrit, il faut rattraper, la prochaine fois, rapidement, il faut passer ça. Maintenant, évidemment, on peut avoir des gens qui vont être en opposition, mais on est prêt au débat, mais on est convaincu au niveau du collectif que ça doit passer. Oui, peut-être juste un tout petit commentaire de complément, et là aussi ça revient à notre conviction intime et sérieuse, et collective, et unanime, très important. C'est que ce n'est pas en contradiction avec les valeurs de l'islam. Bien au contraire. Bien au contraire. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'une foi qui est imposée n'est pas forcément une foi authentique. Elle peut être imposée et authentique. Mais si elle n'est pas opposée, elle ne peut être que authentique. Donc ça, c'est notre lecture, on va dire, moderne, avec les mots d'aujourd'hui. Mais par rapport à une lecture même historique de l'islam, des valeurs et de l'éthique de l'islam, pour nous, il n'y a aucune incompatibilité. Et c'est pour ça qu'il figure en premier lieu et que c'est un choix tout à fait réfléchi et j'espère responsable. D'accord, donc après le chapitre Constitution, vous passez au chapitre Code de la famille et combien il y a d'idées ou de propositions à faire à ce sujet-là. Moi, je retiens la question de l'héritage.
Donc vous dites vous-même que vous avez choisi de rester prudent en vous attaquant à ce sujet. D'ailleurs, je pense que c'est le seul point où il n'y a pas eu consultation des avis des ulama. J'ai parcouru oui. Et donc, vous vous êtes arrêté sur 4 principes dans le testament, Tassib et 2 autres. Moi, ma question, ça serait pourquoi avoir choisi les 4 points et pourquoi vous n'êtes pas allé encore plus loin? Donc, effectivement, le fait d'avoir choisi cette façon de régler répond à l'option, à notre démarche initiale. Nous avons trouvé dans l'islam, enfin dans les choses qui sont pratiquement pour nous pas facilement, on peut trouver un consensus avec les ulama d'une façon rapide. Certains points. Il y a même un point qui est acquis et qui n'est même pas mis en œuvre. On peut rentrer comme Ketsaya, par exemple. Et la problématique, si vous voulez, de l'héritage, nous, on sait qu'elle pose problème et il y a un débat, il y a des oppositions fortes. Il n'y a pas un consensus. Et nous, comme on l'a dit, notre démarche n'est pas d'aller vers la confrontation. Nous cherchons un consensus qui permet de faire une avancée. Et nous, par exemple, c'est pour ça qu'on a pensé à l'Wasiyya, donc le testament. Et notre lecture initiale et celle des gens que nous avons, tous ils nous disent Wasiyya, ça permettrait de régler d'une façon plus ou moins, pas peut-être comme on aurait idéal, comme l'auraient aimé ceux qui sont pour l'égalité totale, mais nous on dit même à partir de ce que nous avons dans le Coran, quand on lit le Coran, toujours Wasiyya. C'est toujours héritage, il parle de Wasiyya, de testament, c'est systématique. Et quand on a posé la question aux ulama, ils nous disent à discuter. Pour nous, quand ils disent à discuter, c'est-à-dire, pour nous, on comprend que le débat est ouvert. Ils n'ont pas dit non, on n'est pas d'accord. Et c'est un peu notre démarche, si vous voulez. Si je peux compléter très rapidement, parce que c'est Gaizi qui est infiniment plus cultivé que moi, mais encore une fois, j'ai beaucoup appris. Et donc, j'ai peut-être un petit recul. C'est que les thèmes ont été choisis justement là où nous avons estimé en toute responsabilité, et je répète d'une manière orthodoxe, qu'il y avait une marge de lecture et une marge de manœuvre. Là où il n'y avait pas, où c'était beaucoup plus trop compliqué, ou que ce n'était pas des batailles à mener tout de suite, peut-être un autre jour, ou une autre génération, nous avons choisi, encore une fois, en toute responsabilité, avec les sensibilités des 8 personnes que vous avez citées, qui ont donc un certain peu de bon sens et de complémentarité, et des sensibilités différentes, les sujets sur lesquels on pouvait valablement argumenter, valablement aller sur une référence et sur une proposition documentée. Je voulais juste glisser au passage que donc ce document se veut également, modestement bien sûr, un document de travail. C'est-à-dire qu'une fois que, comme vous l'avez dit, nous avons fait un choix très sélectif de sujets, il y a des sujets qu'on a passés, des sujets qu'on a choisis, on a essayé sur chaque sujet de faire une étude, une analyse, avec un constat et une proposition. Un constat, une proposition. Un constat, une proposition. Donc vraiment, c'est un document de travail que nous avons adressé, vous le savez peut-être, puisqu'il y a eu quelques papiers chez vos confrères, qui a été adressé au chef du gouvernement, au patron de tous les partis sans exception, au président des 2 chambres, etc. etc. Et donc, vous avez eu des retours? Pas directement, mais il y a un entretien qui s'est fait avec un grand responsable gouvernemental, et je pense qu'on va rencontrer un grand parti dans une quinzaine de jours. Donc on y va, je pense qu'il y aura des suites. Je pense qu'on va dire retour-toi. Je suis. Il faut mettre les gens en confiance. Oui, je voulais savoir un petit peu, est-ce que vous avez, à part le collectif, est-ce que vous avez cherché à appuyer votre analyse et votre étude par des opinions ou des avis d'autres personnalités Si tu permets, c'est Mohamed, tu me corrigeras bien sûr, mais pas vraiment, parce que les experts, les personnalités très modestes sont dans ce collectif, donc sont déjà un échantillon assez respectable, bien sûr améliorable, mais respectable.
Mais par contre, nous sommes ouverts au débat et nous sommes contents quand nous sommes invités pour en parler plus. Surtout que vous avez annoncé une deuxième relecture ou Non, une probable réédition. Il y réédition. a, bon, vous le dites tout de suite, il y a quelques coquilles on va profiter pour les corriger, mais une réédition bientôt, oui, absolument, parce que ça s'épuise. C'est pas un grand best-seller, mais il y a de la demande. Il y a de la demande. Alors, je reviens au point que vous avez traité, et notamment à celui du mariage des mineurs. Vous dites dans le livre l'abolition des dérogations exceptionnelles accordées par les juges. Vous êtes pour l'abolition de ces dérogations. On sait tous que c'est une demande de la société civile depuis bien longtemps. Monsieur le ministre de la Justice a lui aussi exprimé cette volonté de le faire. Qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport à cette proposition? Donc, vous avez tout à fait raison. C'est une demande que tout le monde sollicite. Et nous avons un petit chouïa, c'est que nous avons dit, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on donne la possibilité aux mineurs, une fois devenus adultes, d'attaquer en justice l'adulte qui l'a forcé à se marier. Et si vous voulez, cette idée provient de personnes qui font partie des collectifs, qui travaillent dans ces sujets-là et qui connaissent les gens, ils savent bien qu'il y a pas mal de personnes que s'ils savent qu'ils peuvent être poursuivis par ce mineur une fois adulte, ils vont faire donc ça fait partie un peu de réfléchir 100 fois avant de le faire. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu, c'est notre, je dirais, c'est notre marque, c'est de trouver des solutions intelligentes, c'est un peu trop dire, mais pragmatiques et documentées, et documentées. Donc qui proviennent du terrain. C'est-à-dire que ça, les gens qui l'ont proposé, c'est des gens qui vivent dans le terrain. Des praticiens. Qui savent qu'il y a certains qui abusent, s'ils savent qu'ils peuvent être poursuivis, ils vont lever le pied. Oui. Ça serait aussi une manière pour ceux qui ont souffert de ce mariage de rattraper le temps, on va dire. Oui. Alors, par contre, je ne vois pas, par exemple, le sujet de polygamie dans votre proposition. Est-ce que c'est un sujet qui mérite pas d'être réformé, ou là c'est pas une urgence, ou ça n'a pas retenu votre attention? Ça n'a pas été un grand sujet pour nous. Je crois que ça devient un phénomène relativement marginal qui existe. Je vous en prie. On va donner la parole à... Pardon. Non. On a l'habitude d'ouvrir le débat à la fin de la... D'accord. On va lancer le débat avec la salle. Ok, merci. On a choisi une liste de batailles à mener, qui était les plus... On a bien dit au départ qu'on ne voulait pas et on ne pouvait pas être exhaustif. Donc on a fait des choix sur ce qui était le plus palpable, le plus impactant, le plus conséquent. À tort ou à raison, je pense que c'est un phénomène qui existe, mais il reste malgré tout très marginal. On a préféré dépenser, si vous me passez l'expression, notre énergie sur les sujets qui sont devant vous. Voilà. Pour ne pas justement prendre cas par cas, j'ai une autre question un petit peu plus générale. Vous m'avez dit que les propositions et les traitements que vous avez fait, vous l'avez fait au sein du collectif. Vous êtes des personnalités, vous avez votre expérience, votre vécu, et donc vous avez une certaine conception de ces libertés. Moi, je me demande, est-ce que cette conception que vous avez, est-ce que c'est celle de la jeunesse? Est-ce que vous avez cherché à les approcher ou à discuter avec eux, ou parce que c'est eux qui vont vivre ces libertés après? Donc, effectivement, là, quand vous parlez de concept de liberté, et tel qu'il est perçu par la population, c'est un grand sujet, si vous voulez, puisque ce qui est navrant, moi je dirais le terme navrant, c'est qu'on peut trouver des adultes que jusqu'à présent ne comprennent même pas le vrai sens de liberté.
et des fois, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Puisque quand vous avez des personnes responsables d'un certain âge qui ont normalement un certain niveau de culture et qui assimilent la liberté à la débauche, il y a un problème. Alors que le concept de la liberté, je sais pas, il faut qu'il retourne à l'école, ou je sais pas, il y a un problème. La liberté suppose qu'on est conscient, responsable d'abord, et qu'on est conforme aux règles de la société, à la loi. Et dans ce contexte, on a le droit de faire tout ce qui n'est pas interdit, tout simplement. Et tout ce qui est interdit, c'est ce qui fait du mal aux autres. C'est-à-dire, on dit la liberté s'arrête là où commence. Ça, c'est un peu compliqué. Mais plus simple, tout ce qui va nuire aux autres, je me l'interdis moi-même. Et effectivement, nous, on l'écrit, comme j'ai dit, nous sommes des musulmans. Donc pour nous, la liberté n'est pas faire l'adultère, on est contre l'adultère. Raconter ça aux gens, il y a un problème. Donc effectivement, ce que nous avons constaté au niveau des collectifs, c'est qu'il y avait un travail énorme à faire au niveau des gens. Et les partis sont complètement absents. On ne comprend pas pourquoi on ne vulgarise pas des concepts aussi importants dans la vie de l'humanité. La liberté dans ce concept actuel, il n'a pu émerger qu'au bout de plusieurs siècles et de développement du savoir humain. Et qu'on réduise la liberté, qui est certainement le concept le plus noble, nous, en tant que musulmans, qu'on dit que Dieu nous a donné, c'est cette liberté. Et Dieu, est-ce qu'il n'est pas responsable alors? La liberté n'est pas ne pas être responsable. La liberté, c'est être responsable. C'est être conforme aux lois, mais être conscient. C'est-à-dire, ce que je fais, je réfléchis et je m'interdis moi-même tout ce qui va nuire aux autres. C'est ça la liberté. Et quand vous n'avez même pas ça qui est vulgarisé, qui est colporté, c'est qu'il y a un problème de communication avec la population marocaine et peut-être plus large. Peut-être pour coller à votre question, si vous permettez, non, on n'a pas discuté, on n'a pas consulté les jeunes, on n'a pas, hormis notre vie de tous les jours, de citoyens plus ou moins éclairés, plus ou moins éclairés. Oui, mais ça c'est le rôle, Mohamed l'a dit, c'est le rôle des partis politiques, c'est le rôle de la société civile. Nous avons fait une proposition qui a été diffusée à tous les gens qu'on vous a dit. Maintenant, grâce à vous, on va toucher un petit peu plus de monde, mais on n'a ni le temps, ni l'énergie, ni forcément le savoir-faire pour faire cette partie-là du job. Ça, c'est d'autres acteurs. D'accord. En parlant justement tout à l'heure de la conception qu'on se fait de la liberté, est-ce que vous pensez que la société marocaine est prête à se lancer dans ce débat, mais un débat justement responsable qui va apporter ses fruits et ne pas comme ça rester sans fin? Si tu permets juste un petit mot, bien sûr. Nous pensons, encore une fois, avec beaucoup de modestie, que l'élite a un rôle à jouer. L'élite doit allumer l'étincelle. L'élite doit initier les ruptures, les réformes, doit lancer les débats. Et encore une fois, il y a après tous les acteurs qui doivent se saisir de ce débat, des termes de cette discussion, pour pousser le débat plus loin. Encore une fois, nous, on a fait une première étape, sachant qu'il y a beaucoup d'ONG qui ont travaillé avant nous, qui ont travaillé différemment, etc. Mais peut-être avec des référentiels différents et avec une démarche qui diffère à la marge. Mais cette marge est essentielle. Je le répète, notre référentiel, notre orthodoxie, avec ou sans guillemets, fait peut-être la différence, très modestement, avec ce qui a été fait très bien par ailleurs. Ça, c'est le point. Et je pense que nous nous distinguons un petit peu, modestement encore, par la démarche qui, encore une fois, est orthodoxe, qui est, je ne vais pas dire classique, mais orthodoxe et responsable. On n'a pas voulu aller dans toutes les directions, on a été sélectif et on veut être, entre guillemets, crédible parce que
on ne propose que ce sur quoi on est prêt à batailler jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'ingénieurs parmi vous, donc j'imagine que la méthode, c'était d'être pratique. Par exemple, oui, absolument. Il y avait du réalisme, il y avait aussi... C'est orthodoxe. C'est orthodoxe. Ça peut surprendre ou faire sourire, mais c'est orthodoxe. Mais bon, une initiative comme celle-là, on voudrait bien que ça aille plus loin. Et ma question serait justement, c'est quoi la suite et qui c'est qui va porter ce projet au futur? Encore une fois, nous, on a un job à terminer. Et grâce à vous, on avance d'un pas. Et on répond aux invitations. Parfois, on les suscite. Parfois, elles viennent spontanément. On y va, comme on dit, à chaque jour sa peine. On y va. Ce document, maintenant, a été passablement diffusé. Je suppose sur les réseaux sociaux. Il a été un peu commenté. Généralement, on n'a pas connaissance de tout correctement, sinon bien accueilli. Parfois même applaudi. Et je pense aussi certainement aussi critiqué par d'autres lectures hein, que nous respectons. On a fait notre part du job. On a encore toujours des choses à faire, mais on a fait notre job. Donc la question, il faut la poser aux autres acteurs. Il faut faire du bruit peut-être pour que ça... Oui, certainement. Si vous voulez, votre demande, on l'a toujours senti. À chaque fois qu'on sortait, les gens nous disaient ça puisqu'il y avait un besoin. Le besoin, il est là. Nous en sommes conscients. Qui va le faire? Est-ce que ce collectif ou autre chose? Nous, on dit c'est la société civile. Le problème, il repose sur tous les Marocains qui veulent que le Maroc évolue, change, être meilleur. C'est tout. Donc, c'est un travail de toute la société. Nous, on est un collectif d'une 8aine de personnes. Bon, chacun individuellement pris tout seul est certainement intéressé. Il voudrait le faire, mais c'est pas notre rôle. Si vous voulez. La rupture pourrait venir, mais ça c'est même pas une suggestion, parce que même suggestion ce serait prétentieux. Mais ce serait d'imaginer demain, tout en ayant les pieds sur terre, en étant réaliste, c'est demain qui est sur les grands médias des débats. Qu'est-ce qui interdit qu'il y ait des débats responsables, carrés, encadrés? Je ne dis pas, comme dit Mohamed, une liberté responsable, pas une liberté débridée. Voilà, non, une liberté responsable. Je pense que le mot est très, très juste. Qu'est-ce qui interdit qu'à la télévision, on ait des tables rondes, à la radio, la télévision en berbère, en français, en arabe, en anglais, etc. Et c'est là où on va. Bien sûr, c'est compliqué, mais si c'est bien cadré avec les personnes qu'il faut, je vous assure qu'on peut faire passer beaucoup de choses et on peut créer une dynamique. Nous sommes une toute petite étincelle. Alors, je vais m'arrêter là parce que je veux céder la parole à la salle et à vos questions. Donc, monsieur, bien sûr. Le micro, ils vont vous donner le micro. Je dirais que mon prénom, parce que sinon on va dire que j'ai une question biaisée. Donc je suis Taïbi, le fils d'un des 3 joueurs, d'un des 3 participants. J'ai une question sur ce que vous avez dit d'extrêmement convaincant sur le traitement réservé à des parents qui auraient autorisé un mariage de mineurs et qui tomberaient sous le coup d'une éventuelle action en justice ultérieure et qui serait préparée par le code de loi. Ça, c'est une menace qui s'exerce sur celui qui serait tenté de faire ça. Mais il y a aussi l'action immédiate qui s'ajouterait, est-ce que vous l'aviez envisagé, qui est de pénaliser fortement la solution concrète que les gens utilisent, qui est de ne pas passer du tout par le contrat, de faire un mariage informel. Parce qu'en fait, ça arrive souvent dans la réalité du terrain que les gens du domaine connaissent et pratiquent mieux, et connaissent bien. Est-ce qu'il y a une action envisagée à ce sujet-là? Oui, c'est ça, Zouaj, Fatiha et toutes les autres versions. Mais il n'y a pas que celle-là. Avant d'arriver à l'autorisation du juge. C'est en dehors du circuit normal. Oui, c'est le pénal. Voilà. C'était ma question. Ouais. Merci. Ça aussi, c'est un grand sujet de débat, puisque la problématique
la problématique, elle est là. Puisque, par exemple, au Maroc, on dit que tout acte qui est hors mariage est illicite. OK? D'ailleurs, on l'a écrit dans le bouquin. Mais c'est quoi le mariage? C'est quoi un mariage? Ça, c'est un débat. Un mariage, moi, dans le cadre de mes réflexions, un mariage, si on veut... Donc, si vous voulez, ça vous soulevez un grand problème au niveau de ce qu'on appelle fiqh et les lois qui sont positives qui en ont découlé. Comprenez? C'est-à-dire que les lois au Maroc relatives à tout ce qui est code de la famille, il a comme origine et source le fiqh, mais il a été traduit en loi positive écrite. Et la définition, donc la définition du mariage, qui, elle, va automatiquement définir l'acte illégitime, elle n'est pas faite. Nous, comme vous dites, en tant qu'ingénieur, l'équation n'est pas bonne, il faut définir X. C'est quoi? Donc, il faut définir c'est quoi le mariage. Et moi, j'ai fait ma petite recherche et j'ai trouvé que dans le fiqh, il y avait à peu près 6 façons de voir ce que c'est le mariage. Alors, ça va aller de je te marie moi-même jusqu'à le mariage des chiites. Et ça, il y a un mariage, ils appellent ça siyar, celui qui est en voyage. Siyar, voilà, misyar. Donc, vous avez une panoplie de définitions du mariage. Et d'où donc la difficulté. Donc, si vous voulez, ce débat-là ne pourra être réglé que dans un débat avec les fuqaha et qu'on définisse une fois pour toutes. Et comme vous avez dit, nous avons des cas, moi je ne vais pas les citer, des gens qui ont 75 ans, qui se marient avec une fille qui est mineure et qui va aller au Muqata'a, l'arrondissement, avec un document qui paye 2 dirhams et il va vous dire, moi, elle est ma femme. Alors, est-ce que c'est sa femme ou c'est quelque chose de hors illégitime, entre guillemets, ça c'est un autre sujet. Donc il y a une problématique. Donc tant qu'on n'a pas défini c'est quoi le mariage avec la vision religieuse, on ne réglera jamais ce problème-là. La question c'était le mariage informel. Effectivement, comme dit Ismaël, il faut définir c'est quoi le formel, il faut connaître c'est quoi le formel. Réponse d'ingénieur. Alors justement, on profite juste de l'arrivée de Monsieur Benhima. On a fait un petit peu le tour de la question par rapport à ce livre. Je vous laisse la parole un petit peu pour nous raconter votre expérience avec ce collectif. Merci beaucoup. Je réitère toutes les plus plates excuses pour ce retard inqualifiable. Voilà. Moi, je suis rebâti, donc je prends du retard, et puis en plus, je me suis trompé de... Voilà. Non, je m'excuse pas moi-même. Oui, c'est intéressant cette question de mariage, et ça me rappelle une histoire que j'ai vécue quand j'étais à l'OCP, parce que ces questions, elles ont un contenu très pratique. Donc, nous avons eu malheureusement un accident du travail mortel, un matin à 8h du matin. Et donc j'ai décidé d'aller voir la famille du mort et je voulais savoir quelle était sa situation familiale. Et je découvre qu'effectivement, il occupe un logement de fonction et qu'il est marié, pas depuis longtemps. Et lui, il avait tout intérêt à déclarer son mariage parce qu'il y a des indemnités, il y a une couverture sociale. Mais quand je me suis présenté dans la maison, j'ai été reçu par le père, donc les condoléances, tout ça, c'est un truc grave, hein, on avait un mort tous les 2 ans, donc c'est quand même un événement, puis les ingénieurs se sentent responsables, et je lui dis, je veux voir la veuve. Il me dit, quelle veuve? Je lui dis, mais est-ce qu'il n'est pas marié? On a entendu un truc. Et je lui ai dit, non, monsieur, nous on l'a dans nos fiches, elle s'appelle une telle. Et là, ils m'ont sorti la veuve, mais il était tout près de lui, il n'avait pas d'enfant ni rien, à rejeter parce que nous aussi c'était très déclaratif, je pense qu'il avait amené un document coutumier ou quelque chose comme ça, un mariage pas officiel,
Mais voilà une dame qui allait être rejetée chez son père, veuve, sans indemnité, sans pension, sans rien. Donc ces questions, ce n'est pas que des questions spirituelles, religieuses et tout. Ça a des conséquences matérielles, hein, et graves pour les, pour les familles. Et ça fait partie des incidents, si je puis dire, qui m'ont amené à m'intéresser à l'appel de Jalil Ben Abestaji, hein, participer à ce collectif. Et je saisis l'occasion pour dire pourquoi. Alors, l'approche de ce groupe est très intéressante parce qu'il reconnaît les constantes du royaume. Il se situe en plein dedans. Il se situe avec l'accord plein et entier que le référentiel religieux, hein, c'est lui qui, dans un pays où l'État est musulman, c'est marqué dans la Constitution, n'est-ce pas, la législation, les codes législatifs, les usages doivent être imprégnés de ce référentiel religieux. Ça, c'est le premier point. Et nous y sommes très attachés. Et c'est pas simplement une On manière... l'a constaté. Attendez, c'est pas seulement une manière de dribbler les conservateurs en disant on va aller sur leur terrain. Mais nous, on ne croit pas, on est pour un État laïque. Pas du tout. Pas du tout. Donc, je continue. Il y a la conviction aussi chez moi que le référentiel religieux musulman ne peut en aucun cas être contradictoire avec les valeurs universelles. Il y a des valeurs universelles, et la preuve que l'État musulman les reconnaît, c'est qu'il les a signées, ces valeurs universelles, à travers tout un tas d'engagements internationaux. Donc le droit des minorités, l'égalité homme-femme, nous avons signé plein de documents internationaux. Et c'est l'État qui est musulman. C'est la religion de l'État qui les a signés. Donc l'État, à tous ses niveaux, en particulier au plus haut, reconnaît que l'islam, c'est pas qu'il est compatible avec les valeurs universelles, il porte les valeurs universelles. Alors quand on voit des codes législatifs, des lois, des usages qui ne sont pas conformes, eux, aux valeurs universelles, eh bien, c'est que les interprétations du référentiel religieux ont été orientées ou défaillantes. Hein? Et le souci de ce collectif, c'est de dire, on ne touche même pas une virgule au référentiel religieux, mais on dit les interprétations qui conduisent à des usages qui, eux, ne sont pas conformes aux valeurs universelles, c'est que ces interprétations sont erronées, n'est-ce pas? De bonne foi ou à dessein, ou parce que c'est des usages immémoriaux. Le problème de l'héritage des femmes, c'est un problème qui est lié à une structure tribale de la société. Et d'ailleurs, vous savez que nous, non seulement dans les terres collectives, même le droit musulman n'était pas appliqué, puisque les usufruitiers des terres collectives inscrites jusqu'à il y a quelques années par l'administration, il n'y avait que les hommes. Et c'est une protection tribale. Quand on va donner des droits aux filles sur les terres collectives, elles vont se marier avec la tribu d'à côté, et nos terres vont partir à la tribu d'à côté. Donc il faut protéger le cercle tribal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, les femmes dans les tribus sont inscrites dans les ayants droit aux terres collectives. Quand on les partagera, elles auront leurs droits. Et dans les revenus des terres collectives, elles y ont au moins aujourd'hui théoriquement droit. Ce n'est pas un usage musulman de priver les femmes de leur héritage. La fille du prophète a hérité d'une oasis. Ce qui est intéressant, c'est que le premier calife avait considéré que cette oasis faisait partie du domaine de l'État, et on lui avait refusé ce que son père lui avait donné, c'est-à-dire le bénéfice de l'oasis en question. Il a fallu attendre le deuxième ou le troisième, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste comme eux, n'est-ce pas, pour que les revenus de cette oasis lui soient donnés. Donc le fait que les femmes héritent de la terre, héritent de biens, c'est depuis le début. On reprend aussi le cas du Tassib. Le Tassib, c'est une très grande découverte pour moi, une très grande joie de découvrir que les justifications, elles ne sont absolument pas religieuses, elles ont été colorées, hein, puisque chez nous, tout ce qui est code de la famille est censé venir de Sharia et du fiqh, mais ce n'est pas le cas, ça a été inventé. Et là encore, si on regarde les origines, ce n'est pas pour des raisons religieuses, c'est pour des raisons historiques, là encore, tribales et tout. Avec en plus la fameuse justification, c'est que les filles sont sous la protection des garçons. Est-ce qu'on entend parler d'un procès qui a obligé un père à reprendre sa fille ou des frères à prendre en charge leur sœur? Ça n'existe plus, ça. Hein?
Ça existe peut-être encore dans certaines familles. Oui, mais la situation, l'urbanisation, les petits logements, c'est des choses qu'on ne voit pas. Et en tout cas, moi, je ne vois pas une femme aujourd'hui aller porter plainte parce que ses frères, qu'elle est à la rue, divorcée avec des gosses et que ses frères ne la prennent pas en charge. Or, c'est ça l'esprit. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Si on dit qu'elles n'ont que la moitié de l'héritage, mais les frères s'occupent d'elles, et s'il n'y a que des filles, on donne aux garçons les plus proches de la famille, parce qu'on les protège. Aujourd'hui, la situation n'est plus en leur faveur, la protection n'existe plus. Ça existait. Moi, j'ai eu 2 tantes qui sont devenues veuves très très jeunes, 25 ans. Elles ont passé leur vie dans la maison de leur père et ensuite à la charge de mes oncles et de mon père. Donc, c'est des choses qui se faisaient. Aujourd'hui, c'est terminé. On n'imagine pas une fille aller vivre chez son père jusqu'à la fin de sa vie parce que... Bon, en tout cas, pour revenir sur ce que je disais, cette approche est très importante. En fait, c'est nous qui considérons que l'interprétation des textes tels qu'il est appliqué est erronée, soit de bonne foi, soit parce que, tout au long de l'histoire, ces interprétations ont été orientées. Aujourd'hui, quand nous découvrons que dans nos pratiques législatives, réglementaires, il y a des choses qui sont contre les valeurs universelles, n'est-ce pas? Ce n'est pas la religion qu'il faut mettre en cause, c'est l'interprétation de la religion, et c'est tout le travail que je suis très content de voir que mes amis du collectif font, et c'est pour ça que je les soutiens et que j'appartiens à ce collectif. Voilà, merci madame. Au fait, ce travail vous a permis aussi, vous-même, de redécouvrir des interprétations qui étaient erronées à la base. Oui, ben, je vous donnerai qu'un exemple pour des gens moins cultivés comme Cédric, s'il me le permet, et moi-même que ceux qui ne sont pas là et Sigaïzi. Ben, c'est cette question de tassib que Cédric a bien fait de citer. Parce que comme ce n'était pas dans vos questions, donc on a essayé de coller à vos questions en étant discipliné, mais le tassib, sous le contrôle de Sigaïzi, n'existe tout simplement pas dans le Coran. Or, c'est une règle importante qui est appliquée dans notre société depuis pendant des siècles, je suppose, et ça n'existe pas dans le Coran. Au-delà de son inéquité, archaïsme, etc., ça n'existe pas. Donc c'est une des découvertes qu'on a faites, comme moi-même, comme Cédric. Et voilà, et donc c'est pour ça que c'est un des sujets majeurs que nous posons sur la table. Okay. Oui. Comme a dit Jalal, au fait, ça s'expliquait il y a X temps. Dans un contexte donné où les hommes étaient les vrais responsables. Quelle est la proportion des musulmans dans le monde qui l'appliquent? Il y a plein de pays qui ne l'appliquent pas, pas parce qu'ils ont changé cette loi, parce qu'ils ne l'ont jamais appliqué. Les chiites ne l'ont jamais appliqué. Okay, voilà. Voilà, donc en plus c'est quelque chose qui est très local. C'est méditerranéen, c'est antique, c'est plus l'application de règles qui sont dans des pays, comment dirais-je, comme les nôtres. Je veux dire, et pour ne rien vous cacher, nous pensons et nous espérons que c'est une des premières choses qui passera. En principe. Voilà. Je donne la parole à monsieur. Bonjour tout le monde, je vous félicite pour votre initiative. Je me présente Brada. Je voudrais avoir plus d'éclaircissements sur l'Wasiya. Est-ce que l'Wasiya va permettre d'avancer au niveau du partage de l'héritage? Et puis je vais vous parler d'une petite anecdote. Aïcha Chenna avait rencontré Sa Majesté et il lui avait dit, on n'entend pas bien? Et il lui avait dit, vous les femmes, aidez-moi à faire évoluer les choses. Donc, je ne veux pas incriminer les femmes, mais je dis quand la société évolue, le législateur a beaucoup de facilité. Je vous remercie. Merci. Donc, oui, au niveau de Wasiyat, le testament, évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, si vous voulez, demandé l'application du testament lui-même. Puisqu'il se trouve que jusqu'à présent, la possibilité qu'une personne lègue par testament ses biens à ses propres enfants, par exemple, ou ses propres filles, est pratiquement impossible, actuellement, selon le fiqh. Et là, on a été voir des gens responsables, ils disent, il sort un hadith. Ok? La wasiyat li warit. Alors, on lui dit, voilà, le hadith,
au fait, il est contre le Coran lui-même, puisqu'il amende une sourate, une ayah qui est explicite. Il contredit. Ah ben, la personnalité, ah bon, d'accord, et depuis, il ne dit que ça dans les... C'est tellement aberrant, si vous voulez. Nous avons des choses qui ont été héritées et que les gens ont répétées sans réfléchir et qui deviennent une donnée. Et quand on réfléchit 2 secondes, on trouve que ce hadith ne peut en aucun cas émaner du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Impossible, puisqu'il contredit une sourate qui est claire. Et c'est un peu ce genre de débat, et croyez-moi, maintenant, les ulama ou les fuqaha, il y en a énormément qui soutiennent le même langage, puisque c'est aberrant. Donc c'est un peu, nous sommes en train de faire bouger des lignes, mais les lignes qu'on sait, ils sont faciles. C'est tellement évident. Évidemment, ça ne va pas régler la partialité, l'égalité à 100%, non. C'est juste un moyen pour nous, c'est une étape. C'est une étape qui va permettre aux parents de léguer à leurs propres enfants, par exemple la fille, une certaine quote-part qui va lui permettre d'être l'égale du garçon. C'est mathématique, on peut le calculer par cas. Mais si vous voulez... Mais la Munawana actuelle, elle prévoit le testament, sauf qu'elle demande que tous les héritiers l'acceptent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Avant et après. Avant et après. Donc après, quand le décédé n'est plus là, eh bien, voilà, n'est-ce pas? Donc, on pourrait déjà faire un pas et dire que le testament, n'est-ce pas? Eh bien, s'il est approuvé par les héritiers tel qu'il possible au moment où il est écrit, parce que ça peut changer, cette liste peut changer, il peut y avoir des décès, tout, mais au moins que si on dit à ce moment-là, il devient valable même après, ça serait déjà un pas énorme, parce que moi je vois pas les fils aller dire leur père, je suis pas d'accord avec n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, en tout cas, je voudrais dire un mot, je sais pas, peut-être après la question, je voudrais... Mais l'idée, c'est de rendre toute sa place au testament. En se basant sur les textes, je dirais, voilà, coraniques. On a souvent utilisé le terme orthodoxe. Voilà, c'est ça. Salam alaikum. Alors, vous l'avez si bien dit et vous l'avez confirmé moult fois lors de votre présentation, c'est que la proposition de réforme en matière de liberté fondamentale au Maroc s'inscrit ou bien est docile au référentiel d'islam. Alors moi, ma remarque ou bien mon feedback va être sous forme de question. C'est quoi pour vous, et plus précisément le référentiel islam? Parce que là, en ce moment, on assiste à plusieurs versions de l'islam, et surtout avec le phénomène du Coranien, qui commence bien sûr à émerger de façon flagrante et retentissante. Donc, on aimerait bien avoir votre définition précise et quels sont bien sûr les jalons ou bien les socles qui constituent cet islam. Donc, effectivement, la question est bonne, très bonne même, puisque la réponse, elle est dans nos institutions marocaines. Nous disons que l'islam, notre islam, c'est l'islam marocain, tout simplement. Et nous avons des institutions, et nous avons Amir al-Mouminin. Et notre Amir al-Mouminin, il est à la fois orthodoxe, comme vous dites, et ouvert et modéré. Donc, c'est cet islam-là, ouvert et modéré je qui est le nôtre. Donc, mais là où, si vous voulez, des fois, moi, je deviens un peu irrité, c'est quand quelqu'un va provenir d'ailleurs et il va porter un langage et un discours d'un islam qui n'est pas le nôtre et qui va crier haut et fort, et pire, va dire qu'on est des koufars. Là, si vous voulez, c'est ça la problématique. Nous, on dit, la réponse est très simple. Notre islam est l'islam marocain Amir al-Mouminin, qui est ouvert. Quand si vous avez lu le discours, il dit, on va respecter les textes, mais notre islam, il est ouvert, il demande un débat.
Imaginez, Amir Moumini nous demande un débat, et nous, au lieu de faire ça, on ne le fait pas. Moi, je suis désolé. C'est juste, vous dites, puisque vous avez dit qu'il y a des valeurs universelles, des standards, voilà, en termes de valeurs. Donc normalement, il doit y avoir un islam universel. Alors, ce ne sont pas des valeurs universelles que nous amenons, nous d'ailleurs, c'est celles qui sont reconnues par la Constitution et les engagements internationaux du pays. Donc, c'est pas quelque chose d'étranger, c'est quelque chose qui existe. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas accepter intellectuellement que des pratiques réglementaires se cachent derrière la religion pour porter atteinte aux valeurs universelles. N'est-ce pas? Et les composantes, c'est quoi alors pour ce référentiel pour vous? Si je peux juste sur ce Juste point. pour laisser. Non, sur ce point, on l'a dit, mais je crois que c'est tellement important qu'il faut le redire, c'est que non seulement il n'y a pas de contradiction entre les valeurs universelles et notre compréhension, notre lecture à tous de l'islam, mais nous pensons, et Cédric l'a très bien dit il y a 20 minutes, qu'ils sont même partie intégrante. C'est pas qu'ils les portent, c'est qu'ils font partie de lui. Nous avons une lecture de l'islam éthique qui font que les valeurs universelles font partie de l'islam que nous défendons. Donc c'est pas on les met en accord, ils font partie du corpus. Moi, je ne voulais pas rentrer dans ce débat, mais je vais vous répondre, et c'est écrit dans notre islam, il a comme racine l'islam marocain qui est sunnite, maliki, ash'ari, صوفي عن مذهب الحنفي عن سيدنا إبراهيم. هذا هو la racine ديالنا. Et croyez-moi, si vous faites, je ne sais pas si c'est votre, moi, comme je dis, je me suis un peu occupé de ça, j'étais agréablement surpris de constater que c'est un islam ouvert et un des meilleurs pour moi. Et cet islam-là, comme racine, et que Amir Mouminin dit, il est ouvert, il est du milieu, et il est modéré. Et à vous, les fuqaha, les Marocains, la société civile, allez-y, débattez, produisez quelque chose. C'est ça notre islam. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Et je ne veux pas utiliser des mots auxquels vous pensez. C'est l'islam marocain dont les sont clairs. Pour nous, en tant que Marocains, il est clair. Sunnite, Maliki, Chiite, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est clair. Bonsoir messieurs. Alors moi j'ai envie de parler de politique parce que je vais parler de religion parce que je pense que la bataille elle est politique. Vous parlez beaucoup de religion comme s'il y a un malaise. De dire attention, on n'est pas extrême, on est dans le référentiel, on est dans les institutions. Alors, une petite question d'ordre un peu intime. Est-ce que votre initiative d'abord, c'est pas l'expression d'abord, parce que quand même, les personnalités qui réunissent ce beau collectif, on les connaît, ils ont leur carrière par rapport à eux, leur engagement. Est-ce que c'est pas l'expression d'une déception profonde un peu de ce que est devenu ce pays-là en termes de régression démocratique, de régression de réforme? Nous avons vécu, allez, une parenthèse d'une dizaine, voire quinzaine d'années sur des vraies réformes de société. Est-ce que d'abord, c'est pas un genre de... Il faut qu'on se bouge un petit peu et c'est là où c'est intéressant pour moi ce collectif. Après, on le sait, ce genre de bataille, il faut... moi, quand j'entends le terme consensus, les équilibres, le référentiel, à titre personnel, ça me gêne. Ça doit passer par la case, il faut que ça soit douloureux. On le sait tous, ce sont des réformes très profondes. S'il faut y aller, il faut y aller. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec toute la maturité que la classe, la classe politique, la classe dirigeante, tous ces acteurs-là, je pense on peut aller sur un débat, même si ça va fâcher les uns ou les autres, mais il faut passer par cette case douloureuse. Je ne pense pas qu'il faut caresser dans le sang du pas, dire bien sûr qu'on est dans les institutions, mais à un moment donné, je pense qu'il faut y aller. Moi, c'est un peu bien évidemment, l'initiative, on l'applaudit. Tout ce qui peut faire progresser un peu les libertés, on connaît la sensibilité du sujet, mais moi, ce discours un peu, je ne pense pas qu'il
je dirais qu'il nourrit la cause, et je pense qu'il faut y aller un peu plus d'audace. Voilà, merci. L'idée est claire. Oui, vous voyez, je vais vous faire l'expression d'une autre conviction que j'ai, je pense qu'on partage. Quels ont été les vrais vecteurs, ou quel a été le vrai vecteur de la modernité dans ce pays sur 40 ans, sur 50 ans? D'où sont venues les initiatives, n'est-ce pas, de libération de la société? Elles viennent d'un seul endroit. Et elles sont permanentes, et on le voit encore à travers le dernier discours qui a appelé à ce débat. Donc on est très à l'aise là-dessus. Donc effectivement, on n'est pas dans un discours de dissidence, parce qu'on a profondément, et je vous dis, je peux le prendre sur ce cas-là, on peut le prendre sur d'autres cas, le vecteur de la modernité dans ce pays, qu'elle soit économique, sociale, institutionnelle, et en l'occurrence sur les libertés fondamentales, d'où une très grande confiance de notre part pour ces instances, moi je n'ose même pas la nommer, n'est-ce pas, qui va de l'avant, qui invite à un débat, et il faut faire attention que ce débat ne se ferme pas aussi vite qu'il a ouvert, de la faute de certains qui diraient c'est un vent qui vient d'ailleurs, c'est un vent occidental, c'est un vent qui veut détruire la société, qui veut détruire la famille, on l'entend. Et là encore, il faut faire attention que le médium ne devienne pas le message. On dit, regardez, comme vous avez dit, on les voit, ces gens-là qui ont écrit, on les connaît, n'est-ce pas, et juste à cause de leur identité, on va refuser ce qu'ils proposent, n'est-ce pas? Et l'invitation que nous faisons, pour ne pas heurter et pour nous situer dans la sensibilité générale, et on a parlé de société qui devient de plus en plus religieuse, pas de problème, mais parlons religion, comme le propose le professeur Geizy, n'est-ce pas? Allons regarder les textes, et on va être surpris comme il l'a été lui, parce que les textes prévoient, et tout ce qu'on fait dire au texte qui est faux. Et je vous dis, en plus, quand je dis que je ne peux pas accepter que ma religion soit en hostilité avec les valeurs universelles, je croyais que ça allait me mettre en porte-à-faux. Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qu'on découvre? Que nos institutions, n'est-ce pas, sont porteuses, comme l'a dit, sont consubstantielles des valeurs universelles. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des lois, des pratiques, des usages, des jugements, parce qu'après tout, le mariage des mineurs a déjà été interdit, sauf exception. Et on voit que les exceptions sont devenues extrêmement nombreuses, n'est-ce pas? Donc nous avons des usages, y compris judiciaires, n'est-ce pas, qui ne sont pas en conformité avec la nouvelle Moudawana. Donc on a affaire effectivement à une société qui est conservatrice. Mais pour les gens de bonne foi, qui veulent que leur société soit musulmane, que l'État reste un État musulman, qu'ils vivent dans la paix marocaine, la Pax Maroccana, dans lequel il y a un aspect religieux. N'est-ce pas? Aucun problème. On peut continuer à affirmer notre singularité, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'États qui se définissent religieux dans le monde avancé et qui vont en avant sur les libertés individuelles. Nous, on n'a aucun problème. C'est ce qu'a expliqué, mes amis. Mais c'est une posture. Et il faut refuser la posture de ceux qui refusent la discussion ou le débat sous prétexte qu'ils ne veulent pas discuter avec des gens qui nous ressemblent. Si je peux dire juste un petit mot de complément, d'abord, franchement, votre commentaire et votre question, c'est pas complaisant, sont parfaitement importantes et légitimes. C'est clair. Mieux que ça, et en toute transparence, nous avons eu ce débat en interne. Et merci à Cédric qui nous a rappelé que nous-mêmes, nous avons beaucoup hésité à communiquer, parce qu'il a très bien dit, il me permettra de le paraphraser, on ne voulait pas, nous, être un sujet. Le sujet, il est là. Nous, au départ, on voulait même nous effacer, avec ou sans modestie d'ailleurs, nous effacer derrière ça. Et puis il a fallu, on a repris nos débats, on a été très sollicités, mais il a fallu un débat après le débat, c'est-à-dire une deuxième mi-temps, une troisième mi-temps, pour se dire on y va, et à quelles conditions. Et il y a certaines sollicitations auxquelles on ne donne pas suite. Donc ça c'est le point. Et deuxièmement, c'est, mettons qu'on a fait ce débat, c'est le choix qu'on a fait est un choix conscient, les yeux ouverts, et qu'on ne regrette pas. Et nous voulons continuer sur ce chemin parce que c'est devenu, je vous le dis, peut-être que j'espère que vous le sentez à ma conviction, c'est devenu une conviction. Il y a dans le contexte actuel, avec tout ce qu'a rappelé Cédric et Mohamed, il y a un contexte, et nous pensons très modestement que c'est la bonne attitude. Il faut se demander aussi pourquoi certaines réformes ne sont pas passées. Peut-être que la démarche était maladroite, ou peut-être parce que certaines choses étaient soit trop posées, soit ceci, soit ça. Je le répète depuis une demi-heure, orthodoxe,
convaincu. Et voilà. Ok, bon, merci beaucoup. Ali Serhani, simple lecteur. Ça me fait toujours plaisir de voir beaucoup de monde. Je vois Jalil et Si Mohamed en virtuel. Maintenant, je les vois en Chironos. Si Benhima, j'ai eu à vous questionner c'était en 1998, je crois, à propos des histoires de café. D'ailleurs, j'ai un message à vous. Je viens aussi de Rabat. J'ai quelqu'un qui m'a dit c'est quelqu'un qui ne vous en veut pas. Hein. Il nous l'a dit. Il avait un café et chaque fois qu'il boit un café cassé, il pense à vous. Parce que et ça m'a fait sourire. Très bien. Vous avez bien précisé les choses en disant dès le départ que nous avons cette chance aujourd'hui que le pouvoir politique, exception faite de Sa Majesté, est détenu par 3 partis politiques. Ce que je souhaite, la vérité, c'est que nos responsables politiques soient responsables, qu'on ne nous fasse pas le coup qu'on avait fait à Saïd Sadi. Rappelez-vous très très bien, la Moudawana, tout le monde a laissé tomber Saïd Sadi et il a fallu donner à Sa Majesté, c'est Bhali qui roule Sa Majesté. Vous prenez et ça c'est dangereux, c'est très dangereux et je vais vous dire un truc qui risque de vous choquer. Si Boustallah Rahmou, janvier 2003, reçu à Agadir par Sa Majesté, lui a confié pour la réforme de la Moudawana. Ce qui l'a aidé, ce que je dirais est un peu dur, c'est quand même les événements de mai 2003. On a calmé les islamistes, ils se sont calmés, il y a eu l'épuration entre guillemets, je ne dirais pas ethnique ou quoi que ce soit, ça a permis de faire avancer les choses. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, la vérité, c'est que nos politiques puissent être responsables et dire, bon voilà, faire passer des lois, ils sont là pour ça. Sinon, les radins goulou fil l'akhar, écoutez, hna tchi dial imarat al-mu'minin, ونخليو الامارات سيدنا الله ينصرو نخليو يدير خدمته وحنا نتكعزو كيف كيقولوا الدراري الصغار. Bon, je passe à autre chose, page 32, mais Dieu merci, vous avez rectifié le tir. Que la mineure qui a été mariée puisse introduire une action en justice. Là, vous avez mis contre son père et sa mère, enlevez-la. Faites comme vous avez dit, l'adulte qui l'a mariée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en lisant un livre, je partage avec les gens d'un certain niveau intellectuel, et comme élite, comme tu as si bien dit Jalil, et j'entends, et j'ai eu des gens, différentes catégories, donc c'est-à-dire même les mots ont leur valeur. Vous avez raison de parler de démographie, parce que on a une sale hypocrisie dans ce pays-là. Les gens nous disaient, Brit Lwuld, il veut le garçon tout simplement, c'est l'hypocrisie vraiment que l'on ressent. La polygamie, elle existe toujours, qu'on le veuille ou non. Il ne suffit pas de se marier. Tu te maries, mais tu as des gosses. Et le juge, il faut être honnête, parce que le juge qui dit il l'autorise. Je ne dirais pas dans tous les cas de figure, c'est le cas. Mais il y a des réalités qui disent leur nom. Alors, et je vais m'arrêter là. Le mariage des mineurs, je ne suis ni anthropologue ni sociologue, parce qu'il faut avoir les rudiments. Non, pas de question, je donne mon point de vue. Mon point de vue. J'ai visité un peu tout le Maroc, dans les douars, tout ce que vous voulez. Et au lieu de dire aux gens, votre tagine est bon, ou j'apprends l'amazirien, je posais cette question. Et vous savez, à Ouazen, une fille m'avait dit que, tu sais, chez nous, une fille qui a dépassé 20 ans est une vieille fille. Elle ne se mariera jamais. Pire que cela, dans la société actuelle moderne, à Casablanca, les parents commencent à vous dire à 18 ans, c'est-à-dire que nous avons une société qui est assez complexe. Mais je vais vous dire une chose, les ulama auront leur rôle à dire. Et enfin, je vais finir par ça. Merci pour le prix, 30 dirhams, ما عندي ما نسالكم بالعربيه والفرنسيه ما عندي ما نسالكم. علاش نقول لكم هادشي؟ اسمحوا لي والله مي بيروح حدايا الفراشه كيبيعوا الكتوبه ماشي الفراشه ديال واحد قال لي مزيان راه ما تباعش هذاك حنا غنبداو نبيعوا ب 5 دراهم قلت له غير بيع لان علاش باللغه العربيه والناس كتقرا بزاف والواحد ما يقرا باللغه العربيه يتفقه انا داك هو الربح اللي عندي والله يجعل البركه. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Ali. Juste une précision, le texte a été écrit en arabe et traduit en français. C'est une petite précision auquel nous avons tenu.
Et les revenus, s'il y a des revenus, on a décidé de les verser à... On a choisi déjà l'association d'Aïcha Chenna. Hein, voilà. Super. Voilà. Je voudrais, si possible, revenir sur ce qu'a dit Mohamed Ghazi et qui a été partagé par tout le monde. Je suis là. Najib Sanhaji, excusez-moi. Bien sûr, Mohamed, il y a cet islam merveilleux que j'appelle personne, que nous appelons, avec deux grands M marocains, que j'ajouterai méditerranéo-atlantico-hassani. Mais combien sommes-nous à partager cette idée dans ce pays? Voilà la réalité dont on n'a pas parlé. Et dans toutes des réunions pareilles, on évite toujours d'aller chercher le vrai problème. Le vrai problème pour moi, cet islam dont tu parles, que nous avons partagé tous les deux, quand après l'Asl, ton père et mon père nous amenaient, on nous parlait d'Averroès, d'astrologie, d'Ibn Battuta. Est-ce que ça existe, ça encore? Pour moi, ce qui est arrivé, qui est un grand frein de ce que nous discutons aujourd'hui, quand elle dit, madame, qui prendra le relais? C'est que ce genre d'initiative, nous les avons initiées ensemble. Et c'est toujours, ça commence et ça se casse, parce qu'on veut que ça se casse. Pour moi, c'est mon avis personnel et je poserai la question après. Nous sommes en train de subir un nouveau colonialisme, que j'appellerai le colonialisme, du soufisme, du wahhabisme et des salafistes, à travers toutes ces chaînes de télé. Quand vous savez, sûrement vous le savez mieux que moi, que ces chaînes de télé spécifiques à cette horreur, moi je l'appelle l'horreur, sont beaucoup plus nombreuses que toutes les chaînes de télé et de radio dans tous les pays arabes. Je ne parle pas du mot essentiel qui sont les réseaux sociaux. Et je ne parle pas des gens qui se baladent dans les rues. Vous ne les voyez pas dans Casablanca. Allez-y dans les doigts. Je ne parle pas, c'est pas l'objet. Pour moi, ce vol, parce qu'on est en train de nous voler, et on nous a volé notre islam en important un islam qui n'a absolument rien à voir avec notre culture, nos traditions, nos valeurs. Et tout ça est encore permis. On ne va pas parler politique pour rejoindre monsieur, la responsabilité des 10 dernières années de ceux qu'on sait que, si j'ai dit par respect, par politesse, ne veut pas nommer, ceux qui ont empêché la loi de conscience dans l'article pour lequel nous sommes battus tous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La question que je vous pose, tout ce que vous entreprenez et ceux qui prendront le relais, comment faire face à cet ogre, ce nouveau colon qui est le wahhabisme et le salafisme, qui est détruit tout chez nous. Quand tu descends dans la rue à Fès, à Casablanca, mais moi je ne me reconnais plus, mais c'est de la folie. Je ne parle pas uniquement des femmes, mais l'homme aussi n'est plus l'homme marocain. Alors arrêtons de rêver parce que nos idées sont belles, on les partage, mais je repose, combien sommes-nous dans ce minimum qu'on dit de 40 millions de Marocains? Et merci pour eux. Donc la vraie protection dont nous devons bénéficier vis-à-vis de ces importations étrangères qui dénaturent, et là encore je peux dire une expérience que tout le monde a vécue. On a vécu depuis l'arrivée de l'islam des enterrements. L'enterrement marocain traditionnel, il se fait dans le bruit. Il y a des chants, il y a des prières, et il y a des choses que l'on nous dit que quand on accompagne le cercueil. En 10 ans, hein, on a vu des tentatives. Je connais des gens qui, à la sortie, quand on sort le décédé, vous disent « Ala sunna ala sukut » et d'une manière violente, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous protège contre ça? C'est l'État. L'État qui est musulman et qui est porteur de l'islam dont parle... Et il ne faut pas oublier que la laïcité, ce n'est pas un État... comment dirais-je? La laïcité, c'est la privatisation de la religion. Il faut éviter que l'islam chez nous soit privatisé, qu'on accepte que des écoles portent le wahhabisme, portent du radicalisme salafiste. On est tous salafis, attention, c'est le salafisme, ça a été un des moteurs du nationalisme marocain, mais pas le salafisme dont on nous parle aujourd'hui qui n'a rien à voir, n'est-ce pas? Mais c'est l'État qui nous protège, c'est l'État qui doit détruire les mosquées clandestines, c'est l'État qui doit empêcher que des gens s'improvisent, n'est-ce pas, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et d'ailleurs,
quelqu'un a dit du temps où j'étais wali, j'ai refusé l'ouverture de mosquées privées, portées par des grands bienfaiteurs, tout à fait de bonne foi, n'est-ce pas, qui voulaient pas donner la mosquée au ministère, qui voulaient pas donner, parce que là, pour donner une mosquée à un ministère, il y a toutes des conditions, il faut donner les moyens d'entretien de la mosquée, il faut donner le logement pour les fonctionnaires de la mosquée, et chez nous, les religieux sont des gens de l'État. Donc la protection qu'on peut demander vis-à-vis de cette chose, c'est l'État qui doit nous l'apporter. Et c'est vrai qu'il y a eu du flottement. C'est vrai qu'il y a eu du flottement à un moment. Mais, pardon, maintenant, on retrouve maintenant dans les textes officiels la notion d'islam marocain. Vous regardez les textes il y a 15 ans, il y a 20 ans, il n'y avait pas ce mot-là, islam marocain. Et donc on acceptait que des gens viennent nous donner des leçons, n'est-ce pas, hein, des leçons, comment dirais-je, monétarisées, n'est-ce pas? Mais ma conviction, hein, j'ai travaillé pour l'État pendant longtemps, c'est que l'État a les moyens, et aujourd'hui a la volonté, de nous protéger contre ces dérives. Et paradoxalement, c'est le caractère religieux de l'État qui nous protège, parce qu'il est porteur d'une image de la religion qui est la nôtre, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai qu'il y a eu ces agressions, hein, mais je crois qu'on revient en arrière. Et c'est à chacun de nous de dire, on a des façons d'enterrer nos morts, on les garde. Pourquoi est-ce qu'on va avoir honte de la façon dont nous enterrons nos morts? Depuis 1000 ans. Et en 10 ans, les gens veulent nous faire changer, en nous faisant croire que c'est ça Donc je vous donne la réponse. Je répète, il y aura d'autres. Ce qui nous protège, c'est le caractère religieux de l'État et sa responsabilité de protéger un islam marocain qui a ses particularités et ses interprétations des textes religieux. C'est une réponse, permets-moi Sidris, sincère et sérieuse. Mais avec autant de sérieux, c'est hors notre champ. Hein. C'est hors notre champ, on est bien d'accord. Mais je le répète, c'est d'autant plus sincère et a de la valeur que... Oui, elle est hors notre champ. Mais on n'esquive rien, Je vais juste rappeler c'est quoi notre périmètre. Oui, bonsoir, Fouad Charibi. Vous avez fait un travail remarquable et respectable et à respecter. Vous parlez de sa diffusion pour engager les débats avec le gouvernement, avec les partis politiques et la société civile. Mais que fait-on des Marocains et des Marocains? Est-ce qu'ils en veulent ou est-ce qu'ils n'en veulent pas? Je prends l'exemple de la Wassia que vous essayez d'encadrer parce que vous pensez que le père va, lui, dans sa Wassia, faire l'égalité entre le fils et la fille. Mais un récent sondage qui a été publié dans un journal respecté de cette ville, 60% des Marocains refusent l'égalité dans l'héritage. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, la question sur la raison, il a posé la question sur quoi faire. Premièrement, il faut prendre ces sondages avec des pincettes. Vous voyez, un type, un Marocain qu'on va dire, tu veux, comme ça, qui va dire, non, on ne veut pas appliquer à la religion, on va appliquer... Non, donc déjà, il répond sans la connaître. Et la grande réponse, on veut sharia. Il ne sait pas ce qu'il y a dans sharia, n'est-ce pas, mais il répond automatiquement. Donc déjà, ces sondages, il faut les prendre avec des pincettes. Deuxièmement, c'est cette réponse de la société, ces réponses conservatrices, réactionnaires, elles sont du fait que ceux qui ne veulent pas de ces réformes les accusent d'être athées, laïcs. D'ailleurs, le mot Almania, moi je l'ai appris parce qu'il y a un député PJD quand j'étais au Maroc qui a fait un article pour dire que j'avais une identité Almania. Donc c'est comme ça que j'ai appris que ça voulait dire laïque. Mais je ne savais pas. Non, c'est pas le cas du tout. J'ai expliqué. Pour moi, la laïcité, je l'ai prouvé quand j'étais gouverneur, c'était que la laïcité, c'est la privatisation de la religion. Chacun fait ce qu'il veut. Non, c'est pas le cas. Donc je suis le contraire d'un laïc. N'est-ce pas? Je crois que je l'ai montré. Maintenant, ce qu'il faut expliquer, et c'est vrai que ça dépasse le rôle du collectif, et en même temps, je suis content et un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de débat. Je vois que notre petit livre, c'est lui qui est le plus cité, mais je regrette qu'il n'y ait pas... Mais c'est le rôle, on l'a dit aussi, des partis politiques. Et le fait de se défausser sur la commanderie des croyants pour qu'elle avance est une erreur
même si moralement on peut considérer que c'est presque une lâcheté. Mais c'est une erreur, c'est une erreur. Notre roi, il a appelé à un débat. Et qui peut porter le débat si ce n'est pas les forces politiques? Certains l'ont fait. Il y a 2 ou 3 partis qui ont commencé des débats, n'est-ce pas? Le RNI vient de le faire. Donc il y a des... Et puis comme on l'a dit, on a la chance que 3 partis font la majorité. Donc on n'a pas besoin d'aller... Mais ce débat, il doit être... on y appelle. Et c'est vrai que la réaction conservatrice de l'opinion publique, c'est de dire « je ne veux pas d'un débat qui touche à la religion ». Nous, l'avantage que nous avons, c'est que nous voulons un débat qui éclaire la religion, qui fasse avancer la religion. Juste un tout petit complément, si Fouad, c'est que nous partageons le constat. De toute façon, serait idiot celui qui le renierait. Mais on fait le constat et on fait le choix de faire des propositions et d'avancer. C'est-à-dire, encore une fois, je dis bien avec toute la modestie qui s'impose, l'élite, dont nous sommes un microscope, enfin un millionième ou un millième, doit justement provoquer ce débat pour faire évoluer les choses. Mais sinon, on peut effectivement faire, c'est quoi l'alternative? Faire le constat, lire les sondages et s'arrêter, et regarder la télé. Non. Nous, on veut regarder la télé, mais on veut bouger. Si vous permettez, merci pour cette question, Sij Taribi. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises. En Turquie, en Tunisie, ils ont trouvé l'alternative. Ils ont dit, bon, imaginons que les sondages sont blindés, tout ce que vous voulez, on respecte. On ne va pas vous dire que vous êtes des imbéciles finis, etc. On vous laisse le choix. Soit vous appliquez le côté coranique, soit vous appliquez Hada. Donc vous avez le double choix et tout le monde est content. Je pense que ça s'est fait la dernière constitution de Tunisie. Allahu alam, j'espère ne pas dire n'importe quoi. Et pas encore. Et pour la Turquie, je crois que c'est le cas. Pardon, madame. La Turquie, ça fait longtemps. Ah, l'héritage, les flous. Ah, pardon. En fait, je ne parle pas d'héritage, mais je parle juste de la question. En fait, pour le mariage, c'est ce qui est fait aujourd'hui. C'est au moment où on signe l'acte, on a le choix, soit de se réformer à la Constitution. Voilà. C'est ça, mariage civil ou mariage musulman. Sauf que la plupart de nous choisissent le mariage musulman. C'est un grand débat. Il y a une question Oui. Oui, bonsoir. Alors, j'ai bien noté que vous avez... J'ai bien noté que vous aviez pris le parti des petits pas et non pas d'une approche plus révolutionnaire. Alors, si on regarde un peu à long terme, dans combien de décennies vous pensez que ces petits pas vont porter des fruits? Est-ce que vous avez des comparatifs avec d'autres pays? Évidemment, on pense toujours à la Tunisie quand il s'agit de réformes. Est-ce que vous avez été voir ailleurs comment d'autres pays ont réussi à réformer? Et ensuite, j'ai une question très précise par rapport aux juges. Alors, au Maroc, on a un arsenal juridique qui est bon, on a des textes, mais seulement on bute toujours sur 2 questions, la justice et la corruption, qui peuvent être le même problème dans certains cas, mais pas forcément. On l'a vu très récemment avec l'affaire de Tiflet. Comment on va faire? Et pour moi, c'est là la principale composante des réformes. Comment on va faire pour que ce qu'on décide, soit avec des commissions comme les vôtres, soit au Parlement, s'appliquent réellement et rentrent dans les faits? Merci. Messieurs. Donc c'est des questions un peu compliquées. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et nous avons des réponses à tout. Un exemplaire offert pour la question la plus difficile. Il n'y a pas de souci. C'est cassé. Donc, vous avez parlé, je commence par la fin. Donc, vous avez parlé qu'au Maroc, on parlait souvent de la justice. L'autre volet, il est clair.
Donc effectivement, au Maroc, nous avons on remarque ou on constate que souvent les lois sont bonnes entre guillemets, ils sont mal appliquées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juges jugent dans le cadre de leur intime conviction, puisqu'on ne remet pas leur honnêteté. Ils sont convaincus qu'ils ont tort, qu'ils ont raison. Et ils décident pour eux dans le bon sens. Et là, moi, je crois que, bon, je vais parler, c'est juste en mon nom, c'est sûr, et je crois que le ministre de la Justice actuel, nous avons senti qu'il avait cette volonté de faire réformer tout son staff, juge et tout. Il est vraiment, il a une ambition extraordinaire et de travailler effectivement sur, je dirais pas sur l'esprit même des gens qui jugent. Donc il y a un travail immense à faire. C'est clair pour nous de l'extérieur, on n'est pas, on n'est pas du ministère de la Justice, mais il est clair en tant que constat intellectuellement parlant, on constate que le problème au niveau même des juges qui seront amenés à évoluer eux-mêmes dans leur propre esprit indépendamment des lois. Et c'est toute la difficulté qui est soulevée par tout le monde depuis quelques minutes. Comment faire évoluer? Maintenant, quand on dit nous voulons faire évoluer les gens, c'est comme si on se positionnait comme les bons dieux du savoir. Non. On n'est pas des donneurs de leçons. Nous, on est juste quelques personnalités de la société civile. Nous avons des convictions et on fait comme le colibri. On fait notre part. Nous, on fait notre part et justement, c'est à toute la société civile comme institution de travailler sur ce champ-là qui va prendre du temps. Et c'est pour ça qu'on nous dit, c'est comme, pourquoi vous avez choisi la solution des petits pas? Comme on a dit, puisque nous sommes des gens pragmatiques et réalistes, on sait pertinemment que certaines choses ne peuvent pas passer aujourd'hui. C'est pas la peine de dire, c'est une réalité. Et les sondages dont vous avez, qu'on a cités, on est la preuve. Donc nous, on dit, il faut évoluer. Et ce qui est possible d'évoluer, c'est ce que nous proposons. Imaginez que déjà, si on arrive à faire ça, c'est déjà une avancée. Maintenant, effectivement, nous demandons et nous appelons à une ouverture, à un débat national à tous les niveaux sur ces points-là qui bloquent et qui, eux, vont prendre du temps. Tout ça, on l'a dit au niveau du livre, c'est clair pour nous. Et mieux que ça, des sujets comme la laïcité, comme la liberté, comme tout ce que vous voulez, nous avons notre propre vision, mais elle est là et on est prêt à en débattre, à faire appel à qui de droit pour participer à ce grand débat auquel nous appelons les premiers. Si je peux dire un petit mot de complément rapide, je pense que vous connaissez de près ou de loin les huit membres de ce collectif, variés par différents aspects. Nous sommes très vite arrivés à une démarche commune. Et ce que vous dites, que vous appelez légitimement petit pas, nous on ne l'appelle pas petit pas, même dans notre esprit. Pour nous, c'est la résultante d'une analyse. On s'est dit, comme on l'a dit, on a été interpellé par de très bons commentaires, l'orthodoxie, le référentiel, le réalisme, mais en même temps le volontarisme. Et puis la lecture éthique, etc., de notre religion et des textes sacrés. Et ce que vous avez là, c'est ce qui en est sorti. Si c'est après on l'appelle petit pas, ben on l'assume. Mais c'est la suite logique d'une démarche sur laquelle on s'est accordé. Et comme je l'ai dit un petit moment avant que Cédis n'arrive, on a éliminé pas mal de sujets. Dès qu'on était confortable, et c'est notre variété qui était notre richesse, mais on a eu, je crois qu'une discipline naturelle qui s'est instaurée sans faire d'efforts. Ne me faisait pas plaisir, moi je faisais pas plaisir à Rassil Ghaïzi, et quand il y avait les dames qui étaient avec nous, que vous connaissez également, ça s'est fait d'une manière fluide, naturelle, et on est arrivé à une plateforme qui est ce qu'elle est, et qui déjà, après maintenant sur le timing, nous sommes conscients qu'il y a des choses qui peuvent se faire cette fois-ci, des choses qui peuvent se faire plus tard,
Mais encore une fois, nous ne faisons que notre travail en essayant de faire un peu de service après-vente, un peu de pédagogie, de clarification, mais on ne veut pas faire moins et on peut difficilement faire plus. Merci. On donne la dernière question à monsieur. Ah, bon, ce privilège. Moi, je m'appelle Lotfi Slaoui. En fait, bon, j'ai écouté un petit peu tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Je me rends compte en fait d'une chose, c'est que les grandes réformes sont toujours nées auprès des minorités. Pas, si c'était la majorité, on n'en discuterait pas. On se dirait, c'est fait, tout le monde est d'accord. Évidemment, il faut toujours un début à tout ça. Et je voulais vous remercier tous de lever le voile sur nos contradictions. Nous sommes un pays de contradictions. Il y a peut-être, je n'ai pas toutes les statistiques, mais il y a peut-être une trentaine d'années, nous avions 70% de notre population qui était encore rurale. Donc en fait, et aujourd'hui, il y a un basculement des populations qui se retrouvent beaucoup plus dans les villes. Et donc c'est une autre approche. Quand on parlait d'héritage, on savait que dans le monde rural, les choses reposaient sur un autre équilibre, qui aujourd'hui n'est plus de mise. Donc il y a des choses à voir. Bon, si je devais parler de ma personne, parce que souvent dans nos maisons, nous parlons de ces sujets, mais moi c'est la première fois que j'ai l'occasion d'en parler en public. Et c'est pour ça que je voulais prendre le micro. Quand on rencontre des gens, souvent ils vous disent bon, tout ça, raconter des histoires, parce que il n'y aura jamais. C'est avec le Coran. C'est pas, on n'en parle pas. Effectivement, c'est le Coran. Et c'est même pas un coup de canif dans le contrat. On se dit, il y a peut-être des choses à faire, il y a les droits et les obligations. Aujourd'hui, on ne va pas obliger quelqu'un à changer complètement sa façon de voir les choses, sous prétexte que tout le monde est d'accord sur quelque chose. Disons qu'être libre, c'est aussi avoir le droit d'être différent. Et en fait, alors, mon expérience personnelle et ma réflexion, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Disons, j'ai un petit capital, comment je vais faire pour le répartir? Est-ce que mon garçon est plus intelligent, plus méritant que ma fille? Donc moi, je voudrais pas qu'on meure idiot, qu'on se dise, et si demain il doit y avoir, je ne sais pas si de notre vivant, la réforme sera déjà concrétisée, mais en tout cas, je pense qu'il est temps d'arrêter d'enrichir les notaires. Parce qu'en fait, on vit dans nos contradictions. Il n'y a pas une seule personne autour de moi, même si je fais partie d'une minorité intellectuelle, en fait, il n'y a pas une seule personne qui ne mène pas cette réflexion, même quand il n'y a pas la fille, même quand il y a 2 garçons. Oui, parfois, il y a d'autres problèmes qui se posent. Vous avez un garçon qui est peut-être moins chanceux qu'un autre, qui est moins intelligent que l'autre. Et souvent, il y a, bon, les notaires, aujourd'hui, ils sont là, ils bossent. Hein. Donc, il faudrait peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, moi je vous remercie parce que ça commence, on en parle, on est dans une salle où tout le monde aujourd'hui va commencer à cogiter, l'idée va faire son chemin, elle va tourner dans d'autres cercles, et je pense qu'on aura tous peut-être l'occasion d'en parler autour de nous. Je tiens à vous remercier de nous avoir donné cette possibilité d'en parler. Merci, monsieur. Vous avez la parole. J'étais le dernier. L'avant-dernier. Atman Sherif Halami. Effectivement, le débat, il mérite une seconde édition, ça c'est clair, hein, monsieur Hitami. Il faudra renouveler, peut-être même dans les universités, dans les écoles, et auprès de la jeunesse qui est effectivement peut-être la grande majorité de la pensée de après-demain. En fait, moi j'aurais aimé, pour être pratique et pragmatique, avoir peut-être, si vous avez le temps, d'ici quelques semaines, nous donner les impacts sur l'économie, les impacts au niveau international, les impacts sur la bonne image encore meilleure du Royaume du Maroc, les impacts pour les familles, comme vient de dire monsieur, les impacts, afin qu'au niveau marketing tout à fait basse altitude,
nous puissions, sur tous ces aspects-là et sur les différentes propositions que vous avez faites, mettre à côté des impacts pour dire ça va améliorer ça va donner tel résultat, ça va ramener la pluie, ça va ramener la croissance. Et ainsi, peut-être d'une manière pratique et pragmatique pour les non-spécialistes, les non-grands experts, les non-grands intellectuels ou spécialistes de l'islam, il pourrait y avoir des arguments finalement qui pourraient légèrement mieux convaincre. Quant à la fille et le garçon, ben de votre vivant, vous pouvez tous céder à la fille ou la moitié ou tout ce que vous voulez. Non, sans usufruit. Vous lui cédez aujourd'hui pleine jouissance. En tout cas, un constat. Je crois que c'est un travail fabuleux que vous avez fait, mais le problème, c'est on fait un travail, mais il n'est pas pris en compte. Et il faudrait que les universités s'impliquent, parce que quand il y a un débat national, il n'y a rien au niveau des universités. Ne parlons pas des partis politiques qui sont défaillants à tout bout de champ. Ils font se faire voir, c'est tout, sans plus. Il n'y a pas une matière à avancer. En plus, ce problème, par exemple, d'héritage, de mariage, etc., il y a des cas au niveau de la justice, de la société, etc. Sérions ces problèmes et regardons où ça cloche et comment on est arrivé à des situations intenables. Et c'est ça le problème. Et c'est pas, je suis désolé, c'est pas vous lancer la balle, mais il faudrait que la société prenne en charge et construise pour qu'on ait justement cet islam serein marocain et où on puisse vivre sans qu'il y ait de problèmes, de soucis de demain, l'héritage, le truc. On vit sainement et on passe à l'avant. Voilà, merci. Juste pour réagir, c'est Atman, que je remercie beaucoup. Il y a quelques mois, en décembre, on avait fait une conférence internationale qui s'appelle le MTF, qui en est à sa 5e, était sur le rôle incontournable de la femme. Et il y avait des intervenants, ONU Femmes, Banque mondiale, 7%. Si les réformes concernant les droits fondamentaux des femmes étaient mises en place, on gagnerait 7 points de PIB. C'est entre 5 et 7 points de PIB. Voilà, ça c'est la réponse. C'est juste pour réagir par rapport à votre question. Merci, Monsieur Essemi. J'ajouterai juste une idée et après je donnerai la parole à Monsieur Essemi pour clôturer. Un constat, c'est que tout le monde, dans cette salle en tout cas, vous demande d'aller encore plus loin et de faire le prochain pas. Merci. Merci. Pour ma part, bon, je n'ai rien à ajouter. Je vous remercie beaucoup pour ce débat qui était très riche. Bien sûr, vous pouvez le revoir sur notre chaîne YouTube. Il est public et je vais proposer à notre rédaction un autre débat peut-être en langue arabe parce que en arabe c'est plus. Donc si vous pouvez nous désigner quelques personnes qui peuvent s'exprimer en arabe, on sera ravis. Et en arabe déjà, oui, arabia, etc. Et avec l'accord de mes collègues qui sont en charge de tout ça. Et peut-être de faire une landing page pour reprendre tout ce qui se passe sur ce débat-là, qui, je le rappelle, c'est nous qui avons interpellé le collectif pour venir chez nous. Merci beaucoup et très bonne fin de soirée.